Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie, très honorée, super flattée d'être avec Julien Brezin. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, eh bien, c'est le directeur général de Great Place to Work. Alors Great Place to Work, je vais laisser Julien expliquer ce que c'est, mais en tout cas, vous devez connaître si vous êtes dans une grande entreprise. Je vous laisse vous présenter Julien et nous présenter Great Place to Work. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc effectivement Julien et depuis 4 ans directeur général de Great Place to Work. Pour ceux et celles qui connaissent peu ou pas Great Place to Work, notre métier c'est de faire l'analyse de l'expérience collaborateur autour d'un prisme qui est la confiance. Nous sommes convaincus en fait que la confiance est le facteur clé d'une expérience collaborateur réussie. Et pour le faire, on interroge de manière très simple les collaborateurs et les collaboratrices dans les différentes organisations. Et si vous avez entendu parler de nous, c'est aussi souvent grâce au programme de reconnaissance que nous mettons en œuvre pour faire savoir en externe et que les entreprises qui sont les mieux notées par leurs collaborateurs et collaboratrices, au travers tout simplement d'un palmarès qu'on publie chaque année avec le Figaro, un palmarès qu'on publie aussi avec le groupe Marie-Claire pour les entreprises qui offrent la meilleure expérience collaborateur à leurs collaboratrices, et la certification que nous faisons des différentes organisations. Voilà. Alors Julien, vous avez une base de données extraordinaire et vous avez des petits capteurs dans toutes les grandes entreprises et les PME françaises. Alors ma première question sera très simple. Selon vous, quelles sont en fait les grandes tendances qui se dégagent aujourd'hui, donc dans le monde du travail, au niveau de l'entreprise, des collaborateurs et bien sûr des ressources humaines? Alors commençons peut-être par les entreprises, le fameux future of work, le futur du travail. Comment nous, avec beaucoup d'humilité, mais à la lumière des résultats qu'on peut avoir et des échanges qu'on peut avoir, on voit 3 grandes tendances se développer, un peu côté entreprise plutôt. Premier élément, l'hyperflexibilisation et la fragmentation du travail. C'est des éléments qui préexistaient évidemment à la, à la crise du Covid et à la transformation, l'accélération que le Covid a représenté en termes de transfo. Cette hyper-flexibilisation et cette fragmentation du travail, en fait, est venue casser le lieu, le temps et la tâche, l'unité de lieu, l'unité de temps, l'unité de tâche qui pouvait exister. Deuxième transformation importante, sous les coups de boutoir des transformations justement existantes dans les organisations, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient de RSE, l'absolue nécessité de la gestion fluide des compétences. Pour apprendre à apprendre tout au long de son parcours. Et puis troisième transformation qui nous paraît clé du côté de l'entreprise, évidemment, c'est l'interconnexion homme-machine. Cette transformation qu'on a vu apparaître, nous, tout au long de notre vie professionnelle, avec la prise de poids de plus en plus forte de l'informatique, puis de l'intelligence artificielle, métaverse, on verra ce qu'il en sera. Mais en tous les cas, tous ces éléments-là qui sont venus profondément transformer le rapport homme-machine. Donc, c'est 3 grandes tendances qu'on voit côté entreprise. Face à ces grandes tendances, des vraies attentes des collaborateurs qui, elles aussi, ont été catalysées par la crise du Covid et la remise en cause du mode de travail classique qu'on avait historiquement. Cette accélération, elle se traduit évidemment par ce que nous, on va appeler une attente de smart working. Smart working, c'est là aussi de la flexibilisation, de l'individualisation. Je travaille là où je veux, quand je veux, avec les outils que je préfère. Cette remise en cause, finalement, de l'organisation un peu classique de l'entreprise. Donc, côté attente des collaborateurs, première attente autour de ce smart working. Deuxième attente, c'est vraiment une attente alors très forte en termes de renouvellement de la culture managériale.
Cécile, vous en parlez souvent, vous, avec cette culture du care. Très clairement, aujourd'hui, les attendus managériaux évoluent. Les collaborateurs et les collaboratrices n'attendent plus la même chose de leur manager. Ils attendent que celui-ci soit en capacité de créer les conditions de leur succès, qu'il se positionne plus en sachant et qu'il soit le terreau dans lequel le succès de chacun et de l'équipe va se faire. Donc on a vu cette dimension de smart working en termes d'attente, cette dimension de leadership, une dimension très forte d'inclusion est aussi attendue de la part de chacun et chacune. Inclusion femmes-hommes évidemment, inclusion en fonction d'orientation sexuelle, l'origine ethnique, etc., qui sont évidemment des marqueurs très forts. Mais qui sont juste des marqueurs essentiels pour les organisations. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un niveau d'attente et de tolérance sur des éventuels manquements à des sujets d'inclusion qui devient très, 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 très haut. Et dernier élément en termes d'attente des collaborateurs et des collaboratrices, cette quête de sens. Quête de sens qui se traduit par une recherche d'impact dans son activité. Alors attention, l'impact ne veut pas forcément dire planter des arbres, sauver la planète. L'impact, c'est aussi au quotidien à travers son activité. Et des belles entreprises parviennent à créer un sentiment de sens très fort, alors que leur mission initiale n'est pas de sauver la planète. Donc il est tout à fait possible, et là le rôle du management intermédiaire est absolument clé pour créer des conditions de réalisation de ce sens. Donc les RH se retrouvent finalement à la croisée des chemins entre des attentes des collaborateurs d'un côté, des besoins exprimés par les entreprises qu'on a vus au début, et finalement il y a une forme de tension qui se crée, qui nous paraît, qui est source évidemment de tonus et de remise en cause, qui nous amène à identifier effectivement un certain nombre de thématiques dont les RH doivent s'emparer. Alors, nous, chez Great Place to Work, on a identifié 8 thématiques qui nous paraissent clés, que je vais lister, mais qui n'ont pas forcément, Cécile, une quelconque hiérarchie entre ces différentes thématiques. Première thématique, clairement, dans un marché pénurique, dans un marché où les ressources deviennent difficiles, les ressources humaines deviennent difficiles à aller chercher, où les attentes des collaborateurs, on l'a vu, sont élevées. Finalement, le rôle des collaborateurs en tant qu'ambassadeurs, on parle nous d'ambassadorat des collaborateurs, n'a jamais été aussi important. Et celui-ci doit être le plus sincère possible, donc équipé, stimulé par les ressources humaines, mais non pas piloté. Et là, c'est vraiment un enjeu clé, nous semble-t-il, pour les ressources humaines. Deuxième enjeu, alors là, plutôt en termes d'acquisition de nouveaux collaborateurs, de nouveaux profils, c'est vraiment d'aller chercher en sortant des sentiers battus, à la fois en termes de champs de recrutement, et aussi de profils de recrutement, et de process de recrutement. Alors, des expériences plus ou moins serrées, plus ou moins soft skills, hard skills, la clé, c'est vraiment la combinatoire des deux, évidemment en fonction de ce que l'entreprise est et de ses attentes. Troisième champ qui nous paraît absolument essentiel, arriver à trouver le bon réglage entre cette attente de flexibilisation que les collaborateurs émettent, cette attente d'individualisation et le collectif. Au fur et à mesure, il y a véritablement une tension qui peut exister, et les ressources humaines sont au cœur de la solution pour essayer, avec le management évidemment, et le management notamment de proximité, de trouver le bon réglage entre cette flexibilité, individualisation attendue et ce collectif qui est aussi d'ailleurs source de sens. Quatrième élément, alors je suis désolé, c'est un peu liste à Prévert, mais bon, il y a beaucoup de challenges côté RH en ce moment. Un haut niveau d'inclusion qui est attendu par les équipes. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Et ce haut niveau d'inclusion doit évidemment aussi concerner les profils seniors. Et ce qu'on voit émerger, nous, là, beaucoup, c'est cette dimension d'aidant,
pour les collaborateurs et les collaboratrices qui se retrouvent en situation d'aidant. Alors, aidant, on pense tout de suite aux parents vis-à-vis de leurs enfants, mais avec le vieillissement de la population, il faut aussi penser aux adultes qui doivent plus ou moins prendre soin de leurs parents, de leurs aînés, et accompagner celle-ci, qui nous semble là aussi un sujet en termes de charge mentale et de soins auprès des collaborateurs et collaboratrices essentiels. Un élément, évidemment, on en a longuement parlé sur la culture managériale. Celle-ci, ça c'est un challenge qui existe et qui continue d'exister, mais qui a pris une ampleur encore plus importante là aussi suite à la crise du Covid pour assurer un niveau de management qui soit le plus homogène possible pour que le vécu des collaborateurs et des collaboratrices ne dépende pas uniquement de l'équipe. Alors ça, c'est vraiment un vecteur clé essentiel à un moment où là aussi la distanciation amène les entreprises à avoir parfois une culture managériale qui se trouve challengée. Il me reste, allez, courage, il m'en reste encore 3 points qui nous paraissent, pardon, très importants. Un premier élément autour, évidemment, de la reconnaissance. Dans ces temps inflationnistes, la reconnaissance matérielle nous semble clé, et sa combinatoire, reconnaissance immatérielle, et comment combiner celle-ci pour susciter de l'adhésion et de l'engagement des collaborateurs. Avant-dernier élément, autour de la transformation digitale, Cécile, vous en parlez beaucoup. Évidemment, la transformation digitale des organisations doit être accompagnée et portée par les ressources humaines. Et celle-ci doit jouer un rôle à la fois pour l'appropriation, la transformation des méthodes de travail. Et on en rajoutera un petit dernier avec la transformation en cours de la RSE des organisations, qui doit amener, là aussi, comme les entreprises l'ont fait côté digital, à infuser l'ensemble des strates de l'organisation. Donc ça fait une belle liste de courses pour les RH, ou un bon moment pour de bonnes résolutions pour les ressources humaines. Passionnant, parce que là, vraiment, vous avez été exhaustif et on a ainsi la big picture des attentes des entreprises, des collaborateurs et des RH. Donc, la dernière question, ça serait peut-être avoir votre point de vue sur le profil idéal du DRH d'aujourd'hui. C'est qui, monsieur DRH, qui doit mener toutes ces transformations, ces 8 chantiers? Comment vous le voyez dans l'idéal si on devait dresser un persona? Alors pour dresser un persona, homme ou femme évidemment, de ce DRH, j'aurais tendance à le mettre sous un vocable qui est celui de la prise de risque. Historiquement, culturellement, le RH est un précautionneux qui garantit, qui est source de solidité et de rigueur dans l'organisation. Évidemment, il doit conserver ça, mais il doit aussi prendre sa part de créativité et de prise de risque, tenter et donc se tromper, parce que l'un va pas sans l'autre, et prendre des risques en termes de recrutement, prendre des risques en termes de process, prendre des risques en termes d'image, prendre des risques en termes de choix, de défi, de courage, de choisir, et voilà. Donc c'est cette dimension de prise de risque que je rajouterais. Merci beaucoup, Julien, pour vraiment cette magnifique apport. Donc, on retiendra votre idée essentielle que les entreprises, après cette période post-Covid, eh bien, elles ont changé. Il y a plus de flexibilité. Il y a vraiment une fluidité des talents. Il y a vraiment un besoin d'être à la fois numérique, IA, en tout cas d'être dans cette transfo digitale. Mais les collaborateurs, ils ont changé également. Alors, ils ont changé avec ce que vous appelez le smart working, une autre façon de travailler de façon plus ou moins nomade. Ils ont changé parce qu'ils ont besoin de sens, bien sûr. Et puis, bien sûr, ils ont changé parce qu'en fait, ils veulent travailler en apprenant et ils veulent pouvoir continuer donc d'être respectés par rapport à ça. Alors, vous avez évoqué 8 tendances RH, mais surtout, ce qu'il faut vraiment donc bien
comprendre dans votre analyse, c'est qu'en fait, c'est une question d'état d'esprit. Le RH qui veut tout protéger, qui veut tout mettre sur cloche et qui veut tout mettre dans des cases qui sont des beaux KPI, eh bien aujourd'hui, il doit aussi avoir un peu cet esprit à cœur pour proposer, prendre part au risque, essayer de challenger ses pratiques et les pratiques de ses équipes, que ce soit dans le recrutement, la reconnaissance, la rémunération, l'audit, la gestion des compétences, les talents. En tout cas, le talent que vous nous dites, c'est un hacker, un DRH hacker. Il y en a beaucoup. En tout cas, c'est un profil sur lequel vous, cher Booker, vous pouvez commencer à réfléchir, à proposer. Et donc, ça veut dire qu'en fait, nous sommes tous des talents et on peut tous faire de la RH. Donc, Julien, merci pour la magnifique porte et fenêtre que vous nous ouvrez là. À bientôt. À bientôt, merci.